That's one small step for man, one giant leap for mankind. Lorsque nous étions enfants, il semblerait que chacun de nous, ou à peu près chacun d'entre nous, ayons à un moment de notre enfance donc rêvé des trésors archéologiques de l'Égypte des pharaons. Je pense évidemment au masque en or massif du pharaon Toutankhamon, sans parler évidemment des 250 kilos d'or qui constituent le reste de son fabuleux trésor funéraire. Également le buste de la sublime Néfertiti, dont la parfaite beauté continue à nous fasciner, même si cette belle reine a perdu l'un de ses deux yeux dans l'histoire. Et au sommet de tous ces fantasmes que l'Égypte pharaonique a suscités dans notre chef, dans notre imaginaire collectif occidental, bien entendu, le mystère qui auréole la construction des pyramides de l'ancienne Égypte. Tous ces objets culturels que vous venez de voir, vous les connaissez tous, vous les avez tous reconnus, parce qu'en fait, ils font partie de notre imaginaire collectif occidental depuis notre plus tendre enfance. C'est donc durant l'enfance, évidemment, que pour ma part, j'ai été contaminé, oui, je pense que c'est vraiment le mot, littéralement contaminé par cette maladie qu'on appelle l'égyptophilie, la passion pour l'Égypte antique, et même sous une forme particulièrement virulente, l'égyptologie, qui est une maladie, au dire des spécialistes, qui est particulièrement contagieuse, donc faites attention, et dont on ne peut jamais guérir complètement. Et donc, très rapidement, dans mon existence, devenir égyptologue s'est imposé comme une sorte d'évidence. Et j'ai eu la chance extraordinaire, certes, je le mesure chaque jour, la chance de pouvoir continuer à vivre mon rêve d'enfance dans ma pratique quotidienne en devenant égyptologue. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'or de Toutankhamon, de la beauté parfaite de Néfertiti, je n'en ai pas le temps, mais je voudrais vous inviter à faire un voyage, puisque c'est le thème du voyage aujourd'hui, un voyage non pas tant dans l'espace, mais dans le temps, dans le passé de votre enfance, mais aussi dans le passé des pharaons, pour remonter il y a à peu près 5 millénaires, à l'époque où ces monuments fabuleux ont été construits, parce que je voudrais vous montrer deux choses. La première, c'est que il est aujourd'hui possible, grâce à l'archéologie, la discipline que je pratique, qui consiste à étudier les traces matérielles du comportement humain, il est possible, grâce à l'archéologie, de résoudre cet apparent mystère qui auréole la construction des pyramides. Et deuxièmement, je voudrais vous montrer que l'idée même de construire ces pyramides constitue un élément précurseur, une sorte d'idée moonshot avant la lettre, avant même qu'on invente le concept, une de ces idées folles qui a littéralement changé le monde. Donc les pyramides, en tant qu'idée moonshot, alors je sais l'effet est facile, mais je n'ai pas pu résister à vous montrer des pyramides du plateau de Giza sous un rayon de clair de lune, évidemment. Les pyramides ont un effet, un impact tout à fait manifeste dans l'histoire. Elles ont été copiées dès l'Antiquité. Elles ont été copiées par les Nubiens, elles ont été copiées également par les Romains, avec cette pyramide de Caius Cestius, un magistrat romain qui s'est fait enterrer dans la partie sud de Rome. Donc si vous allez à Rome, vous pouvez voir cette pyramide sur le territoire européen. Et il faut savoir qu'elles faisaient partie des manuels d'architecture à l'aube de la modernité, des manuels d'architecture des architectes de la Renaissance. Donc elles sont bien connues, c'est une vieille histoire, les pyramides, dans l'imaginaire collectif occidental. Ce n'est pas pour rien, évidemment, qu'elles sont si présentes dans notre architecture funéraire, bien entendu, mais aussi dans notre architecture domestique, dans notre architecture publique, comme ici dans la cour carrée du Louvre, évidemment, et parfois aussi dans cette architecture publique sous des formes un peu kitsch, comme à l'entrée du Luxor Hotel à Las Vegas. Mais chaque fois, vous voyez, il subsiste une référence tout à fait explicite à l'ancienne Égypte. Alors, la fascination que suscitent ces monuments est en réalité très très ancienne. Leur impact est très ancien, mais la fascination qu'ils suscitent est très très ancienne. Et je prendrai pour l'illustrer en fait le cas de Khéops, qui est, vous le savez tous, vous avez tous entendu son nom, l'auteur, l'initiateur de la plus grande de ces pyramides qui culmine à pratiquement 150 mètres de hauteur, qui a fait réaliser cette véritable montagne de pierres artificielles. Eh bien, on constate que Khéops, quelques générations après son décès,
a commencé à pâtir auprès de ses contemporains, des anciens Égyptiens eux-mêmes, d'une réputation assez peu enviable, devenant à leurs yeux un souverain qui faisait peu de cas de la vie humaine et qui était en quelque sorte un oppresseur. C'est comme ça qu'il va être qualifié dans ces légendes. Alors, cette impression que les Égyptiens vont générer à partir du personnage historique de Khéops n'est pas tant nourrie par la perception qu'ils ont eue de son règne, qui aurait été un règne particulièrement oppressant. Nous n'avons aucun indice qui va dans ce sens, mais tout simplement, ce pharaon Khéops, les Égyptiens ont réagi exactement comme nous à l'heure actuelle face à ces montagnes de pierre en se disant, pour réaliser un truc aussi délirant, il faut nécessairement être un dictateur égocentrique, narcissique et complètement givré. Et donc, les Égyptiens ont commencé à nourrir une série de légendes autour de la personnalité de Khéops, dont Hérodote, le père de l'histoire, s'est fait l'écho et nous les a transmis dans notre imaginaire collectif occidental. Alors la question qui intrigue depuis des millénaires, c'est donc comment ? Comment a-t-il été possible de réaliser de tels géants de pierre, et même comment a-t-il été possible d'imaginer s'embarquer dans un projet aussi fou, aussi gigantesque, oserais-je dire aussi pharaonique ? Pour répondre à cette question, il faut remonter encore un siècle plus haut dans le temps, à l'aube du XXVIIe siècle avant notre ère, au début de la grande période de gloire de l'histoire égyptienne, la première grande période de gloire de l'histoire égyptienne, qu'on appelle l'Ancien Empire, avec le règne du pharaon Djoser, qui est l'initiateur de la première pyramide de l'histoire de l'humanité, qui a un impact, vous allez le voir, absolument phénoménal. Alors si Djoser est un initiateur, c'est un inventeur, il s'inscrit comme tout inventeur dans la continuité d'une longue tradition, une tradition millénaire, une tradition qui consiste à inhumer les grands de la civilisation égyptienne dans des fosses creusées à même le sable, à l'orée du désert. Et on constate que pendant le millénaire qui termine la préhistoire égyptienne, ces fosses vont progressivement devenir de plus en plus sophistiquées et vont se trouver complexifiées avec différentes fosses annexes, des fosses qui ont des murs maçonnés en briques crues, c'est-à-dire en briques simplement de terre séchée au soleil. Ces constructions en briques crues vont être marquées, le remplacement va être marqué par un tumulus qui se trouve au-dessus de ces fosses. Donc vous avez de la brique crue avec, ici c'est une reconstitution, bien entendu, des éléments en bois, donc on est dans de l'architecture fragile qui permet de supporter une superstructure qui est au départ un simple tumulus et puis qui va devenir un massif réalisé en briques crues, massif réalisé en briques crues que l'on appelle mastaba, d'un terme arabe qui est reçu en archéologie égyptienne et qui signifie une banquette maçonnée. Et en fait, l'idée absolument innovante de Djoser va être de reprendre cette structure millénaire et de non plus la réaliser en briques crues, mais de la réaliser en pierre et de réaliser au-dessus du lieu de son enfouissement un massif, un mastaba gigantesque qui fait à peu près 30 000 mètres cubes de pierre. C'est-à-dire qui fait 63 mètres sur 63 mètres et 8 mètres de haut. Alors c'est la première fois que les Égyptiens s'essayent à faire de l'architecture en pierre. Ils sont donc quand même un peu prudents, même s'ils sont déjà très très audacieux, et ils vont empiler ces pierres en les inclinant vers le centre de l'édifice pour assurer une meilleure stabilité à l'édifice, ce qui donne un bâtiment avec des murs qui ont un fruit, comme on appelle cela en architecture, c'est-à-dire qui n'ont pas des murs verticaux, mais inclinés vers le centre de l'édifice. Lorsqu'on observe la maçonnerie de cet édifice, on peut voir des traces, des stigmates que l'archéologie peut interpréter pour suivre l'histoire de ce bâtiment. On a notamment des reprises de maçonnerie qui permettent de suivre le fait que ce bâtiment a été réalisé en 5 étapes successives. Alors, je propose de suivre évidemment ces 5 étapes. Au tout départ, donc, Djoser a l'idée de se faire construire un massif, non plus en briques, mais en pierre, de 63 mètres de côté et 8 mètres de haut, 38 000 mètres cubes de pierre. C'est déjà très conséquent. Il trouve l'idée manifestement superbe et décide d'augmenter la masse de son monument qui va marquer en fait l'esprit de ses successeurs. Donc il augmente tout d'abord la masse une première fois, et puis une seconde fois, notamment pour ajouter des puits funéraires pour les membres de sa famille. Cette augmentation de la masse en superficie va devenir un petit peu plus compliquée lorsqu'ils entament l'enceinte qui entoure le monument de Djoser, une enceinte qui entoure un complexe de 16 hectares, donc c'est gigantesque, avec une enceinte qui reproduit la façade du palais du roi à l'époque, qui était en matériaux périssables, qu'on reproduit donc en pierre et qui fait 10,50 mètres de haut. Alors vous avez vite fait le calcul, une façade de 10,50 mètres de haut avec un mastaba qui n'en fait que 8, vu de l'extérieur,
Il est impossible, en fait, de voir le monument funéraire du pharaon, ce qui est évidemment inacceptable pour ce pharaon qui ne manquait de toute évidence pas d'ambition. Il exige donc qu'on augmente la hauteur de l'édifice. Mais comment augmenter la hauteur d'un édifice où vous n'êtes à une époque où vous n'êtes pas sûr de pouvoir construire des murs verticaux de plus de 10 mètres, où vous avez peur et vous inclinez en fait les pierres les unes contre les autres pour pouvoir mieux les soutenir. Quelqu'un a eu l'idée, l'architecte en chef du chantier a eu l'idée absolument magistrale de reproduire en fait la même structure en plus petit et de l'empiler sur la structure précédente, c'est-à-dire de reproduire en fait 4 mastabas de même forme mais de taille plus réduite pour créer en réalité la première pyramide. Et c'est ainsi que les Égyptiens ont créé la première pyramide sans même s'en rendre compte. Ils ont empilé 4 mastabas les uns sur les autres de taille dégressive pour pouvoir supporter en fait cette élévation de l'architecture. Bien entendu, le roi a trouvé le projet formidable, a décidé on va un cran plus loin et ils ont transformé cette structure en une structure à 6 degrés ou 6 gradins qui est la pyramide que l'on peut voir actuellement à Saqqara qui culmine à 60 mètres de hauteur. Alors, Djeser va passer aux yeux des anciens Égyptiens pour le pharaon qui a ouvert l'ère de la pierre. L'ère de la pierre est très très importante puisque c'est ce qui marque en fait la culture pharaonique. Nous sommes tous en pâmoison devant ces monuments de pierre que la culture égyptienne a produites et les Égyptiens qui visiteront ce monument pendant des générations jusqu'à l'époque des Grecs et des Romains laisseront des inscriptions en disant qu'ils viennent visiter le monument de Djeser qui a ouvert l'ère de la pierre. C'est juste lui le commanditaire. Celui qui a eu l'idée géniale, on le connaît, c'est son architecte, il s'appelle Imhotep, qui n'est pas une momie dans un film contemporain, qui est un véritable architecte qui a réellement existé 27 siècles avant notre ère, qui était un grand courtisan, un proche de Djeser, qui est architecte en chef et qui est aussi chef des sculpteurs et qui sera divinisé par la suite comme un savant divin dans l'Égypte tardive. Alors je vous disais il y a un instant, il était aussi chef des sculpteurs. C'est très important parce que lorsque on regarde d'un peu plus près cette structure funéraire de Djeser, on se rend compte qu'il s'agit plus d'une grosse sculpture monumentale que d'une véritable architecture. En effet, les éléments de l'architecture sont tous sculptés dans la masse des murs. Vous avez ici une porte devant vous. Vous voyez que les gonds même de la porte sont sculptés dans les pierres. Il est donc impossible de les ouvrir ou de les refermer. C'est une architecture en toc, une architecture factice. Et il en va de même pour tous les éléments de l'architecture. Les colonnes, par exemple, sont la pétrification, la conversion en pierre de colonnes de papyrus qui sont jumelées, qui sont ligaturées ensemble, qu'on a reliées au mur par des murs de refend parce qu'on a peur de soutenir la toiture sur des simples colonnes. On est au tout début de l'architecture de pierre, évidemment. Et même les dalles du plafond sont des dalles qui sont sculptées sous la forme de rondins, de séries de rondins qui sont alignés, qui sont même peints en brun. Donc l'idée est de faire une architecture factice comme si on se trouvait dans une architecture fragile, mais qui est convertie en pierre. Et donc c'est une sorte de sculpture qui imite l'architecture réelle en matériaux fragiles. Lorsqu'on regarde donc ces bâtiments, c'est vraiment une architecture en toc, ça rappelle un peu l'architecture des westerns de notre enfance ou même de l'enfance de nos parents, de l'époque de John Wayne, où vous aviez en fait des grandes palissades derrière lesquelles il n'y avait pas de maison. Ici, en fait, derrière ces palissades sculptées, vous avez des massifs, des maisons qui sont complètement pleines dans lesquelles on ne peut pas rentrer parce que ce décor de western n'est pas destiné à des cowboys, elle est destinée au fantôme du roi qui, par définition, peut traverser les murailles. Alors, ce monument qui est plus sculpté en fait qu'architecturé, qui consiste en une architecture factice, il s'appuie en fait à nouveau sur une longue tradition de travail de la pierre qui remonte à la préhistoire, qui remonte au dernier millénaire de la préhistoire égyptienne et procède à la base d'une technique de forage au silex de vases en pierre dure. En effet, on a sur le site de Saqqara toute une série de blocs inachevés qui portent les stigmates, une fois de plus, les stigmates de leur réalisation, des traces ici de forage qui renvoient à cette technique de vase en pierre dure que les Égyptiens appréciaient à la fin de l'époque préhistorique et qu'ils creusaient. Je vous montre ici un vase qui est inachevé, vous avez exactement les mêmes traces d'érosion de la pierre, qu'ils creusaient à l'aide de forêts de silex sur une tige lestée. Vous en avez ici une représentation de l'époque, une tige lestée qui permettait de creuser en fait la surface de la pierre. C'est à partir de cette longue tradition de creusement des vases en pierre dure que les Égyptiens ont commencé à sculpter la pierre et ont commencé à inventer en fait l'architecture pour laquelle ils sont aujourd'hui encore si célèbres. Alors les Égyptiens étaient parfaitement conscients que c'est là que se trouve l'origine de l'art de la pierre pour lequel ils sont si célèbres, puisqu'ils ont, à partir de l'objet qui sert à creuser ces vases,
créer un hiéroglyphe qui sert dans l'écriture égyptienne à noter toutes les productions et les fonctions liées aux arts et aux artisanats. Ils avaient donc eux-mêmes reconnu que l'origine du travail de la pierre, l'origine de leurs arts, résidait dans cette vieille technique préhistorique de creusement des vases de pierre. Alors le site de Saqqara, l'invention de cette pyramide, sans même y penser en quelque sorte, constitue certes l'invention des pyramides, mais c'est aussi en fait l'invention de l'architecture elle-même. C'est l'invention de l'architecture de pierre, de l'architecture pérenne, de l'architecture tout court dans toute l'histoire de l'humanité. C'est donc réellement une idée moonshot qui a complètement changé le monde. Et à cette époque, on voit émerger en une seule fois tout le vocabulaire architectural de l'Égypte antique, toutes les formes qui vont rester dans l'architecture égyptienne avec ces colonnes florales qui sont en fait la pétrification d'éléments de l'architecture fragile. Et soit dit en passant, cette idée que les Égyptiens ont eue, elle s'est transmise à notre Occident, puisque dans notre architecture même contemporaine, ici je vous montre le bâtiment de la Cour suprême à Washington, D.C., qui imite l'architecture grecque. En fait, l'architecture grecque, elle aussi, procède d'une architecture fragile avec des éléments végétaux ou en briques de terre qui ont été pétrifiés du jour au lendemain, suivant ce principe que les Égyptiens ont eu l'idée géniale d'inventer, peut-être sans même s'en rendre compte, au XXe siècle avant notre ère. Et donc pour faire du neuf, ils ont en fait tout simplement revisité l'ancien. Ils ont réinterprété leur propre tradition en ne changeant qu'un seul paramètre, celui du matériau. Et ils ont ainsi donné naissance à une nouvelle tradition qui continue encore aujourd'hui et qui semble encore aujourd'hui infinie, celle de la véritable architecture. La réelle invention, le génie de l'opération réside dans l'idée, certes en apparence un peu folle, d'oser penser au-delà des limites de l'époque. Et elle repose aussi, il faut bien le reconnaître, sur l'audace tout aussi folle d'un pharaon qui ne manquait de toute évidence pas d'ambition et d'ego. Alors pour réaliser un tel objectif, il a été très vite nécessaire de pouvoir transporter de lourdes charges. Les Égyptiens ont été systématiquement confrontés à cela et pour répondre à cette nécessité, ils ont en fait exploité un principe extrêmement simple. Pour vous le faire comprendre, je vais utiliser une petite anecdote de ma vie personnelle. Quand on est égyptologue, on vous pose toujours les mêmes questions lorsque vous rencontrez les gens. Et donc, lors d'une réunion de famille, j'ai rencontré une petite cousine par alliance que je ne connaissais pas, qui m'a demandé « Tu es égyptologue, tu peux m'expliquer la construction des pyramides ?» Je n'avais pas les 18 minutes d'un TED Talks. Je me suis dit « Comment est-ce que je vais faire ?» Et j'ai constaté qu'à côté d'elle, il y avait un gros coffre. Et je lui ai dit « Ce gros coffre, tu ne pourrais pas le soulever. Mais tu peux le déplacer en le poussant avec tes jambes ou avec ton corps. » C'est exactement ce que les Égyptiens ont fait. Donc en fait, ils ont compris qu'il est beaucoup plus difficile et beaucoup plus périlleux de lever des charges lourdes que de les pousser ou de les tirer. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont poussé ou tiré les charges en essayant d'éviter au maximum de les soulever. Alors comme les Égyptiens ne connaissaient pas la roue, et vous voyez d'après mon exposé qu'en fait les Égyptiens sont loin d'avoir inventé la roue, ils ne connaissaient pas la roue, ils ont donc utilisé, sur un plan technologique, ils ont donc utilisé en fait des traîneaux qui permettaient de tirer ces lourdes charges sur le sol. Le problème à résoudre était celui de la réduction du coefficient de frottement sur le sol. Mais là aussi ils avaient une astuce, puisque ces traîneaux qui sont attestés archéologiquement, qui sont attestés iconographiquement dans les représentations, on voit en fait comment ils les ont utilisés. Vous avez ici un traîneau sous une statue colossale, et en fait, systématiquement dans ces représentations, vous avez un personnage qui mouille le sol devant le traîneau. En fait, ils se sont rendus compte que le limon du Nil, la terre que charrie la crue du Nil chaque année, est extrêmement glissante lorsqu'elle est mouillée, et des expériences d'archéologie expérimentale au début du siècle dernier ont permis de montrer qu'un homme normalement constitué est capable de déplacer sur ce genre de traîneau et sur du limon mouillé un bloc d'1 tonne sans effort particulier. Donc c'est pour vous montrer l'efficacité de cette idée à nouveau extrêmement simple. Alors pour élever les blocs, ils ont utilisé aussi une technique extrêmement rudimentaire qui est connue à travers toute l'histoire de l'humanité, c'est celle des rampes. Ils ont construit ces rampes que l'on trouve en réalité sur tous les chantiers inachevés d'architecture égyptienne, tous des chantiers inachevés où on a ces rampes réalisées avec les déchets de construction du monument et chaque fois recouvertes de limon pour pouvoir faire monter les blocs, y compris sur les sites de pyramides où elles sont bien attestées. Vous avez ici un exemple en reconstitution. Autre stigmate archéologique qui nous permet de comprendre comment ces pyramides ont été faites, les marques de carrier en hiéroglyphes simplifiés, les marques de carrier et les marques des équipes d'ouvriers. Les Égyptiens étaient très procéduriers, ils notaient l'administration de tout. Et ça nous permet en fait de reconstituer assez précisément l'organisation logistique du travail avec différentes équipes, et on peut constater que ces équipes viennent des 4 coins du territoire égyptien.
Et donc les pyramides ne sont pas l'œuvre d'esclaves, comme on a souvent voulu le croire, et certainement pas d'esclaves hébreux, qui n'existent absolument pas à cette époque. C'est une œuvre nationale réalisée par des ouvriers libres qui étaient payés en nature et sans doute très fiers de participer à l'œuvre de leur époque, de participer à la décision, au monument commandité par Pharaon, qui, je vous le rappelle, est conçu comme une sorte de dieu sur terre à l'époque. Dernier détail à propos de l'organisation logistique du travail et de la masse ouvrière, le site de Giza où se trouvent les deux plus grandes pyramides de l'histoire égyptienne, la pyramide de Khéops et la pyramide de Képhren, a livré les restes d'un camp d'ouvriers, les ouvriers qui ont travaillé à la réalisation de ces monuments. Et la fouille de ce campement a permis de montrer qu'il s'agit en fait d'un campement destiné à accueillir jusqu'à 18 000 ouvriers. Évidemment, quand vous avez 18 000 ouvriers sous la main, vous pouvez commencer à penser large, à penser haut, à penser grand, à penser moonshot, au-delà des limites. Alors vous le voyez, en somme, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère technologique, il n'y a pas de technique mystérieuse qui aurait été apportée d'ailleurs par des extraterrestres ou que sais-je. Ce sont des techniques extrêmement rudimentaires, c'est une technologie presque ridiculement simple que les Égyptiens ont utilisée, et le véritable secret réside dans une organisation de la force de travail tout à fait remarquable. Alors c'est un cas d'idée folle qui a changé le monde dans la lointaine histoire, qui nous rappelle, je pense, deux choses. La première, c'est que la civilisation émerge de l'organisation sociale, et c'est ainsi qu'elle peut réaliser de grandes choses, des choses qui défient l'entendement, comme la seule des 7 merveilles du monde antique qui subsiste encore droite de nos jours. Comme le dit notre devise nationale en Belgique, l'union fait la force. Les Égyptiens l'avaient bien compris. Et dernière chose que ces pyramides nous rappellent en tant qu'idée moonshot, c'est que comme les Égyptiens en étaient parfaitement convaincus dans l'Antiquité, pour aborder le présent et l'avenir, il est souvent bien utile de se retourner, de chercher dans le passé une source d'inspiration, car revisiter le passé avec un regard actuel aide souvent à mieux envisager l'avenir. Merci.